evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, 60 West African and U.S. military logistics leaders are in Douala for the second annual West Africa Logistics Conference. Well, the conference, which started today, will go on for 2 days and will see them discuss shared logistics challenges and identify opportunities to cooperate on improving operational effectiveness. Find out more in tonight's newscast. We take you to the political capital of Cameroon, where the governor of the Central Region, Naseri Paul Biya, has initiated a series of tours in the political capital to combat poorly disposed waste. The primary goals of these tours are to educate the public on proper hygiene practices and to promote initiatives undertaken by local municipalities and the waste collection company, Hizakam. Stay tuned to the complete story and many more in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Well, if you're just joining us, well, you're right on time. Tonight's newscast opens in the French language. With you, Makeda Lydie Newton. Good evening. Bonsoir Oni Ladonnette, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Sécurité pour ouvrir cette édition, faire de la logistique un vecteur pour la paix, la stabilité et la sécurité dans les pays. Pour cela, il faut travailler ensemble. La deuxième conférence annuelle sur la logistique en Afrique de l'Ouest s'est ouverte aujourd'hui dans la ville de Douala. Oyez donc un jeu de poids pour le compte rendu. Ensemble, l'on est toujours plus fort et c'est ensemble que les forces armées des pays africains veulent défendre l'intégrité de leurs territoires nationaux face aux agressions extérieures et assurer la paix à l'intérieur des frontières. Pour cela, l'élément central ici est la logistique. La deuxième conférence annuelle sur la logistique en Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce 19 septembre 2024 ici à Douala. Oui, chaque pays rentrera avec les conclusions de notre conférence, de nos conférences, et essayera de les adapter. Ce que nous faisons, ce qui est intéressant, ce n'est pas ce que nous faisons individuellement, c'est ce que collectivement nous pouvons faire. Je vais vous prendre un exemple. Si nous avons à engager, n'est-ce pas, nos forces au niveau africain, et que nous ne pouvons pas relier la RDC au Cameroun par route, vous pensez que nous allons faire des opérations comment? Si nous n'avons pas déjà de route, les avions seraient encore plus difficiles à avoir, vous comprenez? Donc, nous essayons de tout faire pour que nous travaillions ensemble. En commun, nous ferons des choses. Seuls, nous serons sûrs de mourir un après l'autre. Les partenaires stratégiques ici sont les pays amis et les États-Unis d'Amérique. Qu'il y a une réduction dans les effectifs ou bien l'engagement du gouvernement et du militaire américain dans le continent d'Afrique. Nous restons vraiment engagés, surtout ici au Cameroun, où nous avons un très très bon partenaire capable qui a montré sa volonté et sa capacité depuis beaucoup d'années pour combattre contre les groupes terroristes dans l'extrême nord, contre la piraterie et autres problèmes de sécurité maritime. Et nous continuerons à être le partenaire dont le Cameroun a besoin. L'importance de la logistique au sein des forces armées n'est plus à démontrer. Le Cameroun, doté d'une base logistique non négligeable, pense tout de même à l'avenir. Nous avons certes des capacités logistiques qui nous ont permis de mener toutes les opérations jusque-là, mais dans la perspective des opérations à venir et celle de travailler avec les pays amis, il est nécessaire qu'on améliore toujours notre savoir-faire. Pas seulement en termes de ce qu'on a, mais en matière d'organiser cette logistique. Je pense que la conférence qui a lieu actuellement, c'est d'abord amener nos États, nos pays, à savoir organiser leur logistique pour mener au mieux leurs opérations. Maintenant, pour ce qui est de contenir ce que les autres sont capables de faire, ça relève d'une autre activité qui est également en cours. La conférence qui s'achève ce 20 septembre 2024 entend faire de la logistique un vecteur pour la paix, la stabilité et la sécurité dans les pays.
Yes, you heard it right. The second annual West African Logistics Conference has actually opened here in Cameroon's economic capital, Douala. Well, the conference assembles close to 60 West African and U.S. military logistics leaders to discuss logistics challenges and identify opportunities to cooperate on improving interoperability and operational effectiveness. Let's take a listen to Brigadier General George Dodge, Director of Logistics for U.S. Africa Command, and the U.S. Ambassador to Cameroon, His Excellency John Lamora. Be here in beautiful Cameroon. I want to thank the entire Cameroon nation and especially the Cameroon Defense Force and my good partner, Brigadier General Malinga Numa, for helping coordinate and host this. It's so important that we all work together to make logistics an enabler for peace and stability and security in all of our countries. So I just again want to say thank you so much for having us and hosting us, and I very much look forward to a very productive two-day conference. Thank you. I think the U.S.-Cameroonian cooperation in the security sphere is extremely strong. I think it is vital. I think it is going to continue. Cameroon's done a great job in fighting terrorist groups in the far north region, in dealing with maritime insecurity in the Gulf of Guinea, and in approaching humanitarian crises, which also has a security element. And this conference over the next couple of days, West Africa Logistics Conference, bringing together some 15, 16 countries, is going to help continue to strengthen and build that platform that is going to allow us and Cameroon and other countries of West and Central Africa to cooperate more effectively. Parlons économie, 2000 milliards de francs CFA, c'est le chiffre à retenir ce soir. Il représente le déficit de la balance commerciale du Cameroun en 2022 et ce chiffre a été révélé hier ici à Douala alors que le GECAM faisait sa rentrée économique. Léla Renganzu. Les chiffres sont du groupement des entreprises du Cameroun. En 2022, le déficit de la balance commerciale s'est accentué pour franchir la barre des 2000 milliards de francs CFA. Renchérissement de l'Institut national de la statistique, en 2023, ce déficit atteint 2004 milliards de francs CFA. Quand on regarde ce qui cause ce déficit, c'est majoritairement la baisse des exportations au Cameroun, puisque en 2023, les importations n'ont augmenté que de 81 milliards. Ce n'est pas pour ça que la balance a plombé. C'est donc la baisse des exportations. Et si les exportations baissent, c'est principalement parce que il y a soit sous-production parce que la santé et le tissu économique du pays est détruit, ou encore parce que il y a eu au sein du pays manque de compétitivité. Le Cameroun a perdu en compétitivité sur le marché international. L'une des questions qui se pose est celle de savoir comment renforcer la production locale pour rendre les produits camerounais plus compétitifs. Question épineuse au regard du climat des affaires et de cette fiscalité oppressante que ne cesse de décrier le secteur privé. Au Cameroun, la charge fiscale est tellement élevée, c'est autour de 60% du chiffre d'affaires, ce qui ne permet pas à nos produits d'être compétitifs, ce qui n'est pas incitatif pour les investisseurs. Personne ne va vouloir travailler pour verser 60% de son chiffre d'affaires au fisc. C'est très élevé. Conséquence, le Cameroun se transforme en grand comptoir commercial où tout le monde peut vendre ses produits sans que la réciproque à l'étranger ne soit vrai pour le Cameroun. Si vous prenez par exemple cette période de rentrée scolaire, vous n'allez pas comprendre pourquoi 100% de manuels scolaires sont imprimés à l'étranger, alors que le Cameroun dispose bel et bien des imprimeries capables de le faire. Et donc c'est une option gouvernementale qui est intenable et qui va toujours conduire à creuser le déficit de la balance commerciale. Ce sont ces décisions-là qu'il faut absolument changer. Dans la commande publique, il faut aujourd'hui prioriser le marché national, les producteurs nationaux, pour que cela soit de plus en plus tenable, pour que la situation soit de plus en plus profitable à l'économie nationale. Dans l'analyse de l'origine des importations, la France et la Chine restent les premiers fournisseurs du Cameroun. Les principales importations sont les céréales, le poisson et les biens d'équipement.
Et quel regard porte justement le groupement des entrepreneurs du Cameroun sur le déficit de la balance commerciale du Cameroun? Nous vous proposons d'écouter Antoine Zengue et Perial Nyodok, qui sont les administrateurs du GCAM. Ceci, comme vous l'avez bien introduit, passe par une réduction des importations et une augmentation de nos exportations. Le patronat, en fait, c'est le cœur même de l'action du patronat, surtout dans les discussions avec le gouvernement. Il s'agit de permettre aux entreprises d'avoir plus de moyens d'investir pour pouvoir créer plus de richesses dans le pays. Mais il est clair que aujourd'hui, vous parlez d'une des mesures que le gouvernement met en œuvre, c'est l'import substitution. C'est-à-dire qu'il faut faire des investissements de production au Cameroun pour que nous réduisions les importations sur des produits qu'on pourrait fabriquer localement. Alors, les membres, je crois que toutes les entreprises sont conscientes de cet enjeu et le gouvernement, à ce sujet, met également des incitations pour certains secteurs d'activité. Je pense que vous avez bien noté dans la presse que le patronat avait des contributions sur la manière de faire ces incitations, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, je crois qu'on est loin des objectifs. C'est-à-dire que quand on évalue le montant des facilitations qui ont été déployées, le résultat est encore loin des attentes. Donc, le patronat, en même temps qu'il veut avoir plus de moyens pour booster les investissements, en particulier avec la requête que nous continuons de faire, qui consiste à réduire la charge fiscale. Parce que plus, si une entreprise arrive à gagner de l'argent, plus elle peut garder de l'argent pour investir, plus elle va le faire. Mais si la fiscalité est telle que l'essentiel des résultats qu'elle fait va à l'impôt, elle est démunie pour avoir un programme d'investissement important. Donc, pour résumer ce point, je crois que le patronat ne peut pas tout seul avoir une solution à cette situation. Par contre, dans le partenariat, les échanges que nous avons avec l'administration, l'action du patronat tend à proposer des mesures qui permettent aux entreprises d'avoir plus de moyens d'investissement et surtout que les facilitations que l'administration peut mettre en place pour les investisseurs soient efficaces et permettent qu'on voit au fil du temps de leur mise en œuvre une réduction de la balance commerciale, c'est-à-dire qu'on n'ait plus de production pour remplacer une bonne partie des importations qui sont faites. Une des solutions, nous y croyons, le gouvernement l'a pris à cœur. Il y a des actions qui sont faites aujourd'hui qui vont dans le sens d'encourager la construction d'une raffinerie au Cameroun. Et je pense que ce sera une contribution assez forte pour la maîtrise de cette balance commerciale. Intéressons-nous à présent à la lutte contre l'insalubrité. Le gouverneur de la région du Centre a démarré une tournée dans la capitale camerounaise. Objectif avoué, sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques, encourager l'action menée par les mairies et la Société Hygiène et Salubrité du Cameroun, ISACAM. Plus de précisions avec vous, Olivier Bouzik. La ville de Yaoundé étouffe du fait des tas d'immondices de part et d'autre. Le gouverneur de la région siffle la fin de la récréation. Lors de sa première tournée dans les différents arrondissements du Mfundi, premier constat, l'incivisme bat son plein. ISACAM a mis en place des systèmes de collecte et nous demandons à la population de collaborer, de
ne pas verser les ordures n'importe comment. Parce que Isakam veut tenir à sa parole pour collecter les ordures dans précisément dans certains points. Malgré les efforts d'Isakam en collaboration avec les mairies et d'autres structures privées en appui, plusieurs problèmes, notamment techniques, plombent les collectes des ordures. Par exemple, le problème d'accessibilité sur les points de collecte, le problème de bac à ordures qui manque criardement dans les quartiers, problème d'incivisme des populations qui versent les ordures n'importe où, problème de manque de matériel ou d'équipement adapté pour certains types de collecte. Ici, à Yaoundé 2e, là, à Yaoundé 1er, comme dans la quasi-totalité des arrondissements parcourus, les populations ont été sensibilisées sur les bonnes pratiques, les instructions données pour renforcer les mécanismes de nettoyage de la ville. Avec Isakam, nous nous sommes entendus que les commerçants doivent avoir des sacs poubelles. Ils doivent garder leurs ordures bien conditionnées, surtout qu'ici, c'est des ordures qui ne sont pas des ordures organiques. Dans la plupart, c'est des cartons, c'est des bouteilles, c'est des plastiques. Donc le conditionnement est beaucoup plus facile. Et également, nous avons mis sur pied des équipes de veille. Cette descente est la première d'une série qui s'étendra sur plusieurs mois. We'll bring you back to Cameroon's economic capital, where in a bid to restore order and enhance safety in the city, the city mayor, Rosine Bassandine, has implemented new regulations for the city's commercial bike riders, effective as of October 1, 2024. Failure to comply will result in sanctions. What are these new regulations, and how do these commercial bike riders and their users appreciate this news? Let's find out from our reporters Crystal Asexwele and Nono Fotwe. The upcoming regulation of the motorbike sector in the city of Douala, which becomes effective as from October 1, 2024, has sparked a mixed concern and support among local bike riders. This decision by the mayor aims to impose order on the bustling commercial motorbike industry, which has become a vital mode of transport in the city. Doing as a motorbike as a job, for him to have a complete document, which will be very difficult for him, because you know that in Cameroon things are very slow when it comes to certain strategies, like having driving licenses, categories, MPO, and so on. So it will be very difficult because there are more than 600,000 bikes here in Cameroon. It will be very difficult for them. So for me, for the mayor to make things very easy for those who are riding the bike, they should only have MPO and the Schwazip, because it will be very easier. It will be very easier for those who are riding back to have those documents. But to have a complete document will be very difficult for them, because I myself, I don't have a complete document, so I'm just trying all means to have it, but it's not easy. Riders who fail to comply with these new regulations will face potential sanctions. This has raised fear among some bike riders on their livelihood, and they have expressed apprehension about the impact of these regulations on their daily operations. Mais Marie, est-ce que quelqu'un peut avoir une moto qui a fait peut-être 4 à 5? I believe that the authorities should also take into consideration the economic realities. For someone who has been riding his bike for years, parce qu'il y a les motos qui ont 7 ans, les pères qui ont les... It won't be easy for them to come up front and start trying to get all those documents. That money can help them purchase a new bike. Le prix donc qui veut faire les papiers de la moto, ça peut l'aider à acheter une nouvelle moto et continuer le travail. Moreover, this sentiment echoes a broader anxiety among the community, who argue that while regulation is necessary for safety, it must also consider the economic realities they face. I myself, I don't have a complete document, so I'm just trying all means to have it, but it's not easy. For now, I cannot tell, but it will be very difficult. Well, I for one, I'm a student, so I just do a part-time work.
for now, but I'll be sincere that let the mairie should ask you, should do the rightful work by processing the document, such as giving the choisib and impôt for those who are walking the bike. For that, it will be very easy for them to have access on the road. Because if you don't have, you cannot walk on the road because you might be held by those at the commune because you don't have your documents. So I will permit the mairie should allow at least those who have the choisib and the impôt should be working. Because having a complete document is very difficult for them. Conversely, some riders have welcomed the move, believing that regulating the industry could enhance safety and professionalism within the sector. It's normal for all bike riders to conform with these regulations and possess all the necessary documents for proper identification. However, this initiative comes in response to rising crime rates and numerous traffic incidents linked to unregulated motorbike operations. The local government aims to streamline the sector by ensuring that these riders possess valid documentations, which include a transporter license and proof of bike registration with identification numbers, and a designated jacket. All this to improve accountability for public safety and crime prevention. Nonetheless, as Douala prepares for these changes, the dialogue between authorities and bike riders continues, highlighting the complexity of balancing regulation with economic survival in this vibrant urban landscape. Et c'est une actualité à suivre. Le Conseil national de la jeunesse veut réviser la politique nationale de la jeunesse au Cameroun. Des consultations nationales populaires seront à cet effet organisées en ligne et en présentiel. Pour mieux expliquer les enjeux de cette réforme, la présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun était face à la presse hier à Yaoundé. Reportage. À partir du 25 septembre prochain, une autre étape des consultations de la jeunesse camerounaise sera organisée pour la révision de la politique nationale de la jeunesse. L'initiative est du Conseil national de la jeunesse du Cameroun sous la supervision du ministère de tutelle de la jeunesse et de l'éducation civique. Permettra à notre pays non seulement d'arrimer les stratégies d'encadrement de la jeunesse aux priorités de développement national, mais également de mieux positionner la jeunesse camerounaise comme acteur incontournable dans la réalisation des objectifs de développement communs à l'instar de l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les travaux se feront en ligne et en présentiel, impliquant les différents groupes sociaux de jeunes, les associations et les ministères ayant des structures qui s'occupent des jeunes de 15 à 35 ans. Les consultations élargies des jeunes se veulent des consultations populaires. Elles se déploieront dans le cadre d'ateliers populaires et de focus group, de caravanes et par tout autre moyen approprié pouvant permettre de toucher toutes les catégories de jeunes sur l'ensemble du territoire national, mais aussi ceux de la diaspora. Le sujet de la révision de la politique nationale de la jeunesse est au centre d'un point de presse ce 18 septembre 2024 à Yaoundé. L'occasion a également permis de faire le point des consultations nationales précédemment lancées le 12 août dernier. News out of the country, according to the United Nations, 1 out of 4 girls between the ages of 15 to 19 in Tanzania is either pregnant or has given birth. Policies that forced teen moms to drop out of school were lifted in 2021. But despite these rules, many are still unable to become mothers and to receive education. The Voice of America reports from Tanzania. When Naima Kisima Kisili became pregnant at 15 years old, she faced disapproval from her parents, siblings, and the community. But despite such challenges, she is attending a private school that, in partnership with the government, helps teenage mothers continue their education. Kisima Kisili says
she has no one to take care of her 1-year-old daughter while she attends classes, so the child lives with her on the school premises. There is a time when I'm in class. I should go out and check on my child to see whether she eats or not, if she's in a safe environment or otherwise. While I am outside, my friends are in class studying. In Tanzania, some non-governmental and religious institutions provide childcare services, but is often not enough to meet all the young mother's needs. So caring for the children is often left up to the teens' parents or guardians, says Esther Manyanda, a manager at Glad Pre and Primary School in Dodoma. There are many paid daycares, but we wish the government could meet with the owners of these daycares in each region, or for the whole of Tanzania, and ask them to be able to take the children and raise them in their centers. In 2021, the Tanzanian government lifted a ban that prevented young mothers and pregnant girls from attending school. As a result, more teen moms and pregnant students returned to school, with over 1,600 in 2023 alone, according to the Education Department. And the government is trying to do more, collaborating with private organizations to ease the burdens faced by young mothers without daycare. This includes building dormitories and providing sex education and free food. In an address to the parliament in May, Tanzanian Prime Minister Kassim Majaliwa said the government was reviewing its education policy and revising regulations to better explain how students whose studies are interrupted by pregnancy can return to school. We realize that we have truancy, including the problem of pregnancy for girls. Building dormitories will help to ensure that we protect them. So, this strategy we are continuing with. But the stigma remains. Mbua Kitu's granddaughter, Ineza, who provided only her first name for privacy reasons, became pregnant at 15 in 2022. Although she was eager to return to school after giving birth, it wasn't possible. Now, despite the lifting of the school ban for pregnant girls, Kitu had to step in as both he and Ineza, now 17, faced negative attitudes. I couldn't take her to those schools. If you look at the schools we have, stigma is a big problem. People believe she wouldn't be able to continue her studies, even though she says she's ready to go back. And Ineza is not alone. Many teen moms who want to go back to school continue to face obstacles like poverty, social isolation and rejection, and lack of childcare. Naima Kisima Kisili hopes that one day pregnancy will no longer prevent young moms from continuing their education. For Juhudi Mari in Dodoma, Tanzania, Salim Salomon, VOA News. En Afrique, au Mali, confusion sur le bilan des attaques de mardi à Bamako. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo a annoncé son renoncement définitif à la politique, fin de citation, tandis qu'aux Comores, le président Azali, de nouveau vu en public. On fait le point de toutes ces informations dans le résumé de l'actualité africaine avec VOA une fois de plus. Au Mali, c'est encore la confusion sur le bilan des attaques de mardi à Bamako. Pas de bilan officiel jusqu'à jeudi après-midi, mais le quotidien malien Le Soir a annoncé les funérailles d'une cinquantaine d'élèves gendarmes. Au Niger, au moins 12 militaires ont été tués et plus de 30 blessés au cours de 2 attaques séparées et dans l'explosion d'une mine artisanale entre dimanche et mardi. L'attaque a été revendiquée par un nouveau groupe armé, le Mouvement patriotique pour la liberté et la justice, qui dit avoir tué 14 soldats et 2 gendarmes et avoir perdu 2 de ses combattants. Au Gabon, l'ex-président Ali Bongo Ondimba, déposé en août par une junte militaire, a annoncé son renoncement définitif à la politique et demande clémence pour sa famille victime, selon lui, de violences et tortures. Le président comorien Azali Assoumani a présidé jeudi le Conseil des ministres, apparaissant pour la première fois depuis l'attaque au couteau dont il a été victime il y a près d'une semaine. Azali, 65 ans, n'a plus été vu depuis le 13 septembre.
Et c'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Oni Ladodé. Good night to you, Makedaliji. Good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful, a blissful night in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station, if God willing.